Penser les rôles des agents de la chaîne du livre, donc 3 communications au programme, et j'ai le plaisir d'appeler à la barre l'un des piliers du GRELC, Sophie Drouin. Où est-elle, Sophie? Ah, elle est là, elle s'est déplacée subrepticement. Alors je vous la présente rapidement. Après s'être intéressée au livre-objet et à la contre-culture dans le cadre de sa maîtrise. Elle poursuit son doctorat ici à l'Université de Sherbrooke. Sa thèse porte sur l'évolution du métier d'illustrateur au Québec et elle a notamment co-dirigé un ouvrage collectif que vous avez peut-être vu en son temps, le livre comme Art, matérialité et sens, paru, mon Dieu, déjà en 2013, le temps passe. Elle est assistante de recherche au GRELC et elle coordonne le projet dont je vous parlais en commençant, de Dictionnaire des gens du livre au Québec, pour lequel elle rédige un certain nombre de notices. Et elle nous parlera aujourd'hui du sujet suivant, d'Herta à Graff, les ateliers collectifs et la naissance du livre de graveur. Merci. Je prendrais juste la petite manette. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas mon PowerPoint est pas. Est-ce qu'il y a, je sais pas trop. Ah, il y avait une souris ici pour ça. La souris est sans fil. La souris est sans fil, on peut la Tu l'as vu je leur ai envoyé. Ils sont. Présentation, livre, graveur, le deuxième en bas. Puis comment je fais pour. Excusez-moi, On a pas donné je fais. Non, ouais, c'est ça, ça marche. OK. Bon, désolé pour le petit contretemps. Donc, l'illustrateur occupe une place singulière dans le monde de l'édition illustrée. À l'instar de l'auteur, il participe pleinement à la production d'un texte qui aura comme support le livre. Pourtant, l'histoire du livre illustré tente à montrer que, dans la chaîne du livre, l'illustrateur n'a pas toujours bénéficié du statut de créateur, à l'instar de l'auteur. Artiste ordinaire, comme le cite Marc Perrineau, son travail est au service à la fois d'un texte écrit et d'un éditeur, une forme de soumission artistique qui place l'illustration du côté des pratiques commerciales ou industrielles en art. Or, en 1948, l'arrivée des éditions Herta, avec sa série d'innovations formelles et son parti pris pour la poésie, vient chambouler non seulement le monde de l'édition de poésie au Québec, mais aussi celui du livre illustré. Les historiens du livre illustré s'entendent pour dire que, dans le domaine du livre de création, il y a un avant et un après Herta. Le principal fondateur de la maison, Roland Giguère, qui étudie alors à l'École des arts graphiques en typographie, s'entoure de quelques confrères et avec l'accord tacite des professeurs Albert Dumouchel et Arthur Gladu, il exploite l'équipement de l'école, notamment les presses, pour imprimer ses premiers ouvrages poétiques. L'école se transforme ainsi en atelier de création qui met à la disposition de Giguère et de ses collaborateurs le matériel nécessaire pour expérimenter les liens entre les métiers de l'imprimé dans le livre. Herta accorde un souci particulier à l'objet livre. La mise en page, les caractères d'imprimerie, la reliure, le papier et l'illustration font l'objet d'un traitement minutieux. Chaque métier du livre est exploité aux fins de création de l'œuvre qu'est le livre dans son ensemble. Très vite, les aspects artisanaux et expérimentaux des publications deviennent la marque de commerce de la maison. J'ai d'ailleurs des petites images. De plus, Herta place au cœur de sa production une collaboration soutenue entre les poètes, les graveurs et les peintres. En entrevue, Giguère souligne que derrière l'écrit remuent des centaines de mains qui ont une longue habitude de l'encre, du papier, du plomb, de la colle et du cuir. Des mots qui reflètent toute une poétique du noir, pour reprendre ainsi la thèse de Sébastien Dulude. Une poétique du noir mise de l'avant et perceptible dans le catalogue d'Herta. L'aspect qui retient notre attention ici est l'importance d'une étroite collaboration entre les acteurs de la chaîne du livre, particulièrement avec l'illustrateur, dans la conception de l'objet livre. Giguère réunit des collaborateurs capables de réfléchir à la matérialité et à la forme de l'objet pour le mettre en dialogue avec le texte littéraire, plutôt que de l'y soumettre, et d'en faire sa ligne éditoriale. Par ailleurs, l'aspect visuel des ouvrages et les images qui les composent connaissent un véritable renouvellement esthétique qui n'est pas étranger au parcours des différents collaborateurs.
En effet, Albert Dumouchel, Conrad et Gérard Tremblay ou encore Léon Bellefleur sont tous issus des arts graphiques et entretiennent, pour la plupart, une pratique artistique en gravure ou en peinture parallèlement à leurs activités dans le domaine de l'édition. Ça va? Oui. Ça a bloqué pour YouTube, donc je l'arrête. Oui, OK. C'est donc dans la foulée des éditions Erta qu'émergent quelques collectifs d'artistes, des collectifs plus ou moins officiels, autour de la pratique de la gravure à partir des années 50. Ces petites communautés vont se doter de structures éditoriales, souvent éphémères, qui, à l'instar d'Erta, privilégient une conception artisanale du livre et accordent une place importante à l'image afin de faire de l'objet livre une œuvre à part entière. Ce mouvement est à l'origine de l'essor de ce qu'on appelle le livre de graveur, qui connaîtra son apogée au cours des années 1980. Qu'est-ce qu'un livre de graveur? Il s'agit d'un ouvrage illustré, d'œuvres originales et non reproduites par un moyen de reproduction photomécanique. Dans un article intitulé « Histoire du livre d'artiste au Québec », Sylvie Alix aborde cette forme de livre d'artiste en ces mots. Si les années 1970 ont été celles de l'album d'estampes, les années 1980 voient réapparaître une certaine tradition artisanale du livre illustré français qui trouve son expression unique au Québec dans le livre de graveur. Dans ce livre transparaît un imaginaire fascinant visant à allier le verbe et l'image. Pour mains estampillés, imprimeurs, typographes et relieurs, le livre de gravure est l'un des derniers bastions aidant à préserver les traditions liées au métier du livre et aux techniques de l'estampe. Ces artisans du livre explorent ensemble les possibilités poétiques de l'objet livre par des recherches et des expérimentations littéraires et picturales. Aborder l'histoire de l'illustration des années 60 et 70 par le biais du livre de graveur permet d'observer de nouvelles forces à l'œuvre sur et dans le monde du livre illustré. S'il ne se transforme pas radicalement, le métier d'illustrateur tente à adopter de nouvelles figures et à se redéfinir. Les prochaines minutes seront consacrées à l'étude de la part des artistes graveurs au développement du livre illustré au Québec au cours des années 1960 et 1970, et aussi aux effets de ces collaborations, non seulement sur l'objet livre, mais aussi sur les statuts artistiques et professionnels de l'illustrateur. Placée dans le cadre des travaux sur les mondes de l'art, la courte recherche, emprunte au sociologue Howard Becker la notion de personnel de renfort, c'est-à-dire un acteur interchangeable qui collabore à la réalisation d'une œuvre au sein d'un monde de l'art en particulier. Ici, vous l'aurez compris, c'est le monde du livre illustré. Mais cet acteur ne bénéficie toutefois pas du statut d'artiste. Au fil de l'histoire de l'illustration, les illustrateurs vont s'organiser pour faire connaître leurs pratiques d'un point de vue professionnel ou artistique, parfois les deux, remettant ainsi en question le rôle de personnel de renfort. Dans la perspective où on considère les artistes comme où on les considère comme des artistes, et c'est une des principales caractéristiques du monde du livre illustré, les illustrateurs participent souvent à plusieurs mondes de l'art, où ils vont provenir de plusieurs mondes de l'art différents. Parfois la gravure, la littérature, le design graphique, la peinture, ce qui a pour effet de briser, de reconduire ou de redéfinir des conventions artistiques dans le monde de l'illustration, par exemple. Inspirés par Roland Giguère et Erta, les éditions du Gobelin, les éditions du Grenier et l'Atelier Graphe placent l'imprimé et le beau livre de facture artisanale au cœur de leur production. Avec leur ligne éditoriale placée sous le signe de la gravure, ces trois éditeurs sont un point de départ pertinent à l'analyse des effets de la collaboration des graveurs à la réalisation d'ouvrages illustrés. C'est donc à partir de l'étude du contexte d'émergence et du mode de fonctionnement de ces petits éditeurs, du parcours très bref de leurs principaux illustrateurs, je ne ferai pas dans l'exhaustivité ici, et de quelques aspects formels et matériels de la production, je propose d'aborder l'apport du travail du graveur, non seulement sur la matérialité et le statut du livre, mais aussi sur le statut des acteurs autour du livre, en particulier l'illustrateur. Les trois maisons d'édition naissent dans un contexte où la pratique de l'estampe, comme forme d'art, connaît un essor important. L'enseignement d'Albert Dumouchel, dans un lieu d'apprentissage des métiers de l'imprimerie, ici l'École des arts graphiques, il va aussi enseigner à l'École des beaux-arts de Montréal, constitue un facteur de développement à considérer. En effet, bon nombre de graveurs des décennies 50, 60 et 70 ont reçu une formation du maître de la gravure, une formation basée sur le respect du métier et sur l'importance du travail artisanal.
les éditions Goggelin. Les éditions du Goggelin voient le jour à l'initiative de Françoise Bugeaud, née en Gaspésie en 1933. Peintre, graveur et écrivaine, elle est bien connue pour ses écrits pour des émissions de radio. Son incursion dans le domaine du livre illustré se fait par l'entremise des éditions Herta, où elle publie, en 1955, Au catalogue des solitudes, un recueil accompagné de 3 de ses gravures. Après la brève aventure des éditions Goggelin, on va y arriver, elle poursuit sa carrière d'illustratrice au cours des années 60 et 70, aux éditions du Sentinelle, qui prennent en quelque sorte le relais du Goggelin, à la Guilde graphique, aux éditions du Grenier et avec quelques projets d'auto-édition qu'elle réalise en collaboration avec différents auteurs, dont Michael Lachance. En 1983, les éditions Parti pris lui consacrent une forme de rétrospective de ses textes dans un recueil intitulé « Piouk, fille unique ». En 1958, Bugeaud s'associe à Richard Lacroix, un artiste et graveur, et à Janine Leroux, maître graveur, pour former la maison d'édition Goggelin. Ils seront rejoints un peu plus tard par l'artiste et poétesse Marie-Anastasie. Ils ont en commun d'être tous diplômés de l'École des arts graphiques, lieu où ils se sont sans doute rencontrés. Bien connu du milieu de la gravure, Lacroix fondera l'Atelier libre de recherche graphique en 1964, un espace qui mettait à disposition des artistes tout l'équipement requis pour faire de la gravure. L'année suivante, Lacroix va créer la Guilde graphique pour défendre les intérêts des graveurs et sensibiliser le public à cette forme d'art. Ces 2 structures seront d'importantes productrices de livres de graveurs. Enfin, Janine Leroux apprend la gravure non seulement avec Dumouchel aux arts graphiques, mais aussi avec Aline Gauthier à l'École des beaux-arts de Montréal. Après s'être perfectionnée dans les ateliers français, elle va devenir maître imprimeur. Au cours de sa carrière, elle collabore à plusieurs livres, plusieurs éditions, aux éditions du Grenier, entre autres, au Norrois, à l'Imager, autant comme graveur, mais aussi comme imprimeur. Goggelin est donc issu de l'initiative d'artistes graveurs qui désirent faire du livre le support artistique de leur pratique. Durant sa courte existence de quelques mois, et sous la direction de Françoise Bugeaud, la maison d'édition publie 5 ouvrages qui mettent de l'avant des textes et ou des gravures des membres fondateurs. Je n'ai pas des images très parlantes. J'avais des difficultés à avoir des images avec le texte, mais enfin, ça vous donne une idée un petit peu de l'esthétique du livre. Donc, elle publie La fille unique en 1958, qui comprend 3 eaux fortes de Françoise Bugeaud, avec un texte de Françoise Bugeaud. Broussailles givrées de Guy Robert, qui comprend des bois gravés de Janine Leroux. Les L'endormi de Bugeaud. Ça, j'ai un... Et voilà, ça vous donne une idée. Ici, on a La fille unique avec un petit bout de texte et la couverture de Les L'endormi. Donc, Les L'endormi de Françoise Bugeaud, qui a été réalisée avec des gravures qu'ont fait les enfants du Centre d'art Percé, auquel elle enseigne à l'art. L'eau, la montagne et le loup de Guy Arsenault, avec des bois gravés de Janine Leroux. Et enfin, ce qu'on appelle un album de gravures intitulé « 7 eaux fortes », avec des gravures de l'ensemble de l'équipe, Marie-Anastasie, Janine Leroux, Françoise Bugeaud, Richard Lacroix. Tous ces ouvrages-là sont imprimés à l'atelier de Pierre Guillaume. On va y revenir dans quelques minutes. Mais avant, je vais juste glisser quelques mots sur « 7 eaux fortes ». C'est plus ici un album d'estampes qu'un livre. Hein. Ce sont 7 gravure qui accompagne une préface de Guy Robert. Je n'ai malheureusement pas d'image, vous allez devoir me croire. Donc, qui accompagne une préface de Guy Robert. Donc, Guy Robert a écrit un texte qui parle d'encre, de métal, de procédés de gravure, d'images, et les différentes planches des graveurs vont s'offrir comme des tableaux successifs qui entrent dans un dialogue assez serré et cohérent avec le texte, mais sans toutefois s'y soumettre. Ce sont des gravures de forme, des gravures à l'esthétique abstraite, donc moins des illustrations figuratives que des illustrations métaphoriques qui s'accordent bien avec un texte poétique. Ce genre de publications-là, les albums de gravure, vont connaître une grande popularité chez les graveurs.
Ils sont une façon de regrouper leur travail dans un format accessible et ces albums-là s'affichent aussi comme des mini-musées en soi. J'ai parlé tantôt de Pierre Guillaume. Celui qui deviendra l'époux de Jeannine Leroux, Pierre Guillaume, joue un rôle important dans la création des œuvres au Gobelin, mais aussi chez plusieurs éditeurs de livres de graveurs dans les décennies qui vont suivre. Il est un maître imprimeur d'origine française et c'est lui qui s'occupe de l'impression et de la qualité des images et du texte. Il va ouvrir un atelier d'imprimerie à la fin des années 50 et il va matérialiser bon nombre de livres de graveurs des décennies subséquentes. Ce qui nous amène à parler des éditions du Grenier. Et là, j'ai pas d'image, sinon une gravure tirée de Sept-Eaux-Fortes, justement, au Gobelin. Donc, ça vous donne une idée de l'esthétique des gravures. En plus, elles sont en couleur, ce qui était assez nouveau pour l'époque. Donc, au Grenier. À la suite de son incursion dans l'édition de livres chez Gobelin, sœur Marie-Anastasie fonde sa propre maison d'édition en 1969 dans son atelier situé à Montréal. Née à Mont-Laurier en 1909 sous le nom de Laura Tourangeau, Marie-Anastasie fréquente l'École des beaux-arts de Montréal et se spécialise en sculpture. Entre 1954 et 1963, elle va enseigner les arts plastiques au Collège Basile-Moreau et s'initier à la gravure à l'Institut des arts graphiques avec Dumouchel. Au début des années 50, elle se perfectionne, comme bon nombre d'artistes d'ailleurs de l'époque, dans des ateliers européens. En 1975, elle va ouvrir la galerie Marie-Anastasie dans son atelier montréalais où elle expose son travail. C'est à Paris que commence l'aventure éditoriale du Grenier. Après l'acquisition d'une presse qu'elle va entreposer chez les Frères de la Charité, elle édite son premier livre en collaboration avec Yves Préfontaine, qui est aussi un boursier en littérature présent à Paris cette année-là. De retour à Montréal, elle va répéter l'expérience, cette fois-ci avec Gilles Archambault, Jacques Brault, Gilles Hainaut et Rina Lanier. Ça va donner des recueils illustrés avec beaucoup de planches en hors-texte, c'est-à-dire placées sur une page à part, qui va répondre au texte. La maison d'édition va publier une dizaine de titres au tirage limité et dont les gravures à l'esthétique abstraite, qu'elle conçoit dans l'ensemble des cas, accompagnent des textes poétiques d'auteurs québécois. L'ensemble des ouvrages est imprimé ici aussi chez son ami dont elle connaît bien le travail et avec qui elle a déjà collaboré, Pierre Guillaume. Entre 1981 et 1985, elle fait paraître 3 autres ouvrages, toujours au Grenier, qu'elle va concevoir entièrement, gravure et texte. La maison va cesser ses activités en 1985. Marie-Anastasie, tout comme Françoise Bugeaud et ses collaborateurs au Gobelin, a trouvé dans le livre un support pour la diffusion de ses gravures. Pratiquée en parallèle avec une carrière d'enseignante, l'illustration est pour elle moins un métier qu'une pratique inscrite dans une démarche artistique privilégiant l'imprimé. Tout comme chez les graveurs des éditions Gobelin, le choix de créer sa propre maison d'édition relève d'une volonté d'indépendance et de liberté propre qui ne sont pas sans rappeler les principes de l'auto-édition. Les années 1960 correspondent à la naissance des ateliers collectifs de production de la gravure. Et là, je parle d'ateliers collectifs dans le sens pur et dur du terme, avec un lieu et de l'équipement. J'ai mentionné un peu plus tôt l'arrivée dans le milieu de l'atelier de recherche graphique en 1964 et la guilde graphique en 1966 par Richard Lacroix, mais d'autres initiatives de regroupement vont voir le jour, en partie grâce à l'aide du Conseil des arts du Canada. C'est le cas de l'atelier Graphe, qui existe encore aujourd'hui. Je ne me rappelle plus sous quel nom. Donc, l'atelier Graphe. En 1966, l'artiste Pierre Ayotte, diplômé de l'École des beaux-arts de Montréal, qui a eu aussi comme professeur Dumouchel, fonde l'Atelier Libre 848, un atelier dédié à la production de gravures artistiques. En 1968, Ayotte va ouvrir la galerie de l'atelier dans le but de promouvoir la diffusion de la production de l'atelier. La galerie est inaugurée avec le lancement d'un album collectif de sérigraphie, Pilulorum, regroupant des gravures de plusieurs membres de l'atelier.
Et le sujet était en rapport avec la pilule contraceptive. Donc, c'était une suite, encore ici, de gravures sans nécessairement avoir de texte, où il y avait quelques petites légendes. Bref, c'était assez coloré. Ça, c'est l'affiche de l'événement. Au printemps 1970, l'Atelier libre 1848 adopte le nom de GRAPH, Centre de conception graphique, mettant ainsi l'accent sur l'expérimentation de la recherche. En 1973, GRAPH lance un projet d'édition très éphémère avec 15 albums d'estampes mieux connus sous le nom des graphophones. Le projet est né alors que quelques artistes de graphes travaillent de façon individuelle à l'atelier à la conception d'albums d'estampes. L'idée était ici d'inviter les graveurs à former un groupe pour un lancement collectif d'albums. Ayotte lui-même, mais aussi Fernand Bergeron, Jean Brodeur, Karl Daou, Gloria Ditcher, je ne sais pas comment je le prononce, là, André Dufour, Michel Leclerc, Anne-Laure Storm et Lynn Rivard, entre autres, seront de la partie. J'ai d'ailleurs... Ouais, ça vous donne une petite idée de l'esthétique des livres, là. Dans une entrevue, Michel Leclerc, un illustrateur, décrit son expérience et l'atmosphère qui régnait au sein de l'atelier. À cette époque, il n'y avait pas encore de sélection des futurs membres de l'atelier, même s'il y avait une sélection naturelle qui se faisait. L'atmosphère de l'atelier, surtout lors des grandes fêtes, des vernissages, reproduisait ce que Pierre Ayotte avait pu connaître à l'atelier de Dumouchel, et cet esprit me stimulait à coopérer parce que je me sentais impliquée dans les objectifs du groupe. Comme plusieurs artistes de graphes, j'ai pu profiter du rayonnement de l'atelier et de certains contacts mis de l'avant par Pierre Ayotte en particulier. Le plus bel exemple pour moi d'échange et de participation, c'est lorsqu'on a aidé Pierre à imprimer son album « Rose Nanane », sucé longtemps. C'était une folie furieuse de mener à terme les projets de chacun. On imprimait jour et nuit en se relayant parce qu'il fallait que ça sorte à temps. Tout le monde participait à cette belle folie. L'accrochage et le lancement finalisaient un projet qui avait demandé des mois de travail. Avec des titres tels « Les Nuits blanches » de Nini de Saint-H-la-Petite de Fernand Bergeron, « Chez Fada » de Michel Leclerc, qui avait travaillé pour l'occasion avec Michel Tremblay, « Les Primates à patates » du graveur André Dufour, accompagné de textes de Jean Goguet-Larouche, ou encore « Les Lettres mortes » de Karl Daou, qui réalise ici à la fois les eaux fortes et les textes, les graphophones mettent de l'avant une recherche qui porte à la fois sur la sérigraphie, un procédé d'impression, et sur les rapports de l'image avec un texte. Si pour plusieurs artistes, de ces artistes, l'édition est une expérience éphémère, voire ponctuelle, certains ont connu une pratique parallèle dans le domaine de l'illustration. C'est le cas notamment de Karl Daou, qui, diplômé de l'École des beaux-arts en 1968, a collaboré à de nombreuses revues en tant qu'illustrateur, en parallèle à sa pratique de graveur, mais aussi à sa pratique d'écriture. Il a par ailleurs illustré des ouvrages à l'Hexagone et au Norrois. Quant à Fernand Bergeron, lui aussi diplômé de l'École des beaux-arts de Montréal en 1968, il va répéter l'expérience du livre avec quelques projets aux éditions Michel Nantel et chez Art Global, deux éditeurs reconnus pour leur ligne éditoriale qui privilégie le livre d'artiste. Pour l'ensemble des artistes de l'aventure des éditions graphophones, le projet de publication est un véritable laboratoire de création où les artistes, chapeautés par Pierre Ayotte, sont les véritables maîtres d'œuvre de leur réalisation. La collaboration avec un écrivain, lorsque c'est le cas, est presque un prétexte à l'expérimentation des techniques de gravure, à la mise en page et à l'illustration. Pour conclure, cette brève analyse des activités des éditions du Gobelin, du Grenier et de l'Atelier Graphe permet de faire ressortir l'apport des graveurs au monde du livre illustré. Ayant reçu dans l'ensemble une formation dans les métiers du livre ou dans les arts visuels, les artistes graveurs éprouvent la nécessité de fonder un espace d'édition consacré au livre pour combler un besoin de faire valoir leur pratique artistique, non plus comme accompagnement au texte, mais comme une œuvre à part entière. En prenant en charge l'ensemble des projets d'édition, les illustrateurs, sous le couvert d'une pratique artistique noble, la gravure, opèrent un déplacement du paratexte au texte. Le livre n'est plus un simple support à un texte littéraire, mais bien un médium artistique utilisé par des artisans pour exprimer quelque chose.
L'attention portée à l'objet livre, au papier, au tirage, des tirages bien souvent limités, appose le saut d'objet d'art au livre. L'illustrateur n'agit plus en tant que personnel de renfort à la réalisation d'un support littéraire, il est au centre même de la réalisation du livre. Il est l'artiste. Et les albums de gravure, avec leurs très courts textes en début de publication, témoignent de cette volonté de faire œuvre. Si les 3 exemples tendent à montrer que la production est toujours plus ou moins dirigée par une seule personne, elle n'en demeure pas moins un travail de collaboration serré, comme en témoigne l'importance de l'imprimeur. Le choix de Pierre Guillaume pour l'impression est un gage de qualité pour Goggelin et Le Grenier. Quant à Graff, l'avantage de se regrouper en atelier permet d'avoir un accès au matériel et de contrôler toutes les étapes de la création du livre jusqu'à son exposition dans les galeries adjacentes aux ateliers. En prenant d'assaut le monde du livre illustré au cours des années 50, 60 et 70, les graveurs n'ont pas forcément favorisé la professionnalisation du métier d'illustrateur, mais ils ont certainement encouragé une reconnaissance artistique du livre illustré. Merci beaucoup. Ça fonctionne? Oui? Ouais. Non? Ah si, maintenant ça fonctionne. Merci beaucoup, Sophie, pour cette communication où tu montres bien à la fois comment est-ce que dans le cas de ces ouvrages, le processus même de publication fait partie de la démarche artistique, ou est au cœur de la démarche artistique, et à quel point, on le voit là sur l'image, le collectif est à la fois nécessaire et à la fois désiré pour mener à bien cette démarche. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des réflexions à partir de ce que Sophie Drouin nous dit? Pardon. Ok. Je peux y aller, c'est bon? Oui. On a parlé tout à l'heure d'incidence sur le statut d'artiste, mais est-ce que le travail des graveurs a une incidence sur la valeur symbolique du livre ou, Oui, certainement. Bien, la valeur symbolique, en fait, j'en ai pas parlé parce que c'est tout un chapitre de thèse qui va être là-dessus. Mais oui, certainement, ils réalisent en fait des livres qui se destinent à un public de collectionneurs, bien souvent un public de bibliophiles. Et le marché est très peu développé à l'époque. En fait, les bibliophiles, il y a un marché de bibliophilie, mais les bibliophiles ne sont peut-être pas habitués à ce genre de production-là qui arrive, là, le beau livre avec la gravure originale. Donc, oui, je pense que ça donne ici un changement, ça fait un changement dans le statut symbolique, dans le statut économique. C'est des livres qui se vendent plus cher lorsqu'ils sont destinés justement à ce marché-là. Donc, c'est aussi leur but d'en faire un objet d'art, d'en faire une œuvre d'art. C'est pour ça qu'on va choisir des matériaux, on va travailler beaucoup les matériaux, la typographie. Les gravures ici, elles sont imprimées à même le livre. Donc, il y a cette volonté de faire un bel objet plus que juste un support. Fait qu'en ce sens-là, oui, il y a un changement. Est-ce qu'il s'attache toujours au format codex, à la forme? Non, oui et non. J'avais pas d'image, comme je disais tantôt un peu plus tôt. Là. La production des graphophones chez Graph, ce sont, en général, je les ai vus, c'est quand même des grands formats. Ce sont des feuilles volantes. Elles sont placés dans des boîtiers artisanaux souvent faits par Pierre Ouvrard, ou en tout cas des relieurs qui travaillaient en étroite collaboration avec eux. Mais il y a beaucoup de ce genre de production-là qui va être fait en feuilles volantes, qu'on regarde un peu comme un livre. Il y a un ordre qu'on doit respecter quand on les consulte. Mais sinon, à part ce genre de forme de livre-là, il y avait beaucoup de codex. Là. Si je peux... Bon, c'est un exemple là, à l'atelier Herta, mais c'était aussi un petit peu comme ça chez Herta, mais chez Goggelin. Bon, ils ont l'air de rien comme ça, les livres, et c'est souvent des petites plaquettes sous forme de petits recueils de poésie, je ne sais pas moi, 25 cm par
en fait, on dit, je sais pas, 20 par 25, c'était pas des très gros livres. Ouais. Merci. Merci, donc, Sophie, pour ta communication vraiment intéressante. Je me demandais, en fait, j'aimerais justement revenir sur le cas de Françoise Bugeaud, et des éditions du Gobelin. À peu près à la même époque, on remarque aussi une autre structure éditoriale créée par des femmes, les éditions Quartz, donc fondées par Micheline Sainte-Marie et Diane Pelletier-Speaker, qui vont aussi donc publier quelques recueils, donc des petites plaquettes, à peu près le même type de livre. Et ces directrices aussi vont accorder vraiment une importance à l'objet livre, comme le fait Françoise Bugeaud et aussi sa collègue, donc Janine Leroux-Guillaume. Je me demandais d'abord, donc, disons une question de volet, est-ce qu'il y a des liens donc, entre ces deux structures, donc en fait entre les directrices de ces entreprises, et ce qu'on remarque à l'époque ou plus tard, je dirais, disons, d'autres femmes dans le milieu justement du domaine de l'édition illustrée, de l'illustration carrément, de façon plus ou moins massive? Oui, est-ce qu'il y a des liens entre les éditions du Quartz et sans doute, là, c'est une époque où on voit émerger plusieurs là, de ces petites structures éditoriales-là. Maintenant, je ne pourrais pas dire, là, selon les parcours, est-ce qu'ils se connaissaient? Sans doute là, que c'était quand même assez serré comme milieu et ceux qui décidaient de faire des beaux livres ou des recueils de poésie illustrée devaient être, j'imagine, au courant de ce qui se faisait ailleurs. Maintenant, je ne sais pas chez Quartz, mais ils sont tous ici des graveurs à l'origine. Hein. L'idée, c'était, oui, de faire un livre illustré, mais c'était de diffuser et d'essayer des procédés de gravure dans le livre. Fait que je me rappelle plus chez Quartz si elles sont comme ça. Je ne croirais pas, non. En fait, c'est que Pelletier-Speaker et Sainte-Marie avaient été, à l'origine, elle avait soumis des manuscrits aux éditions de l'Hexagone. Toutes deux avaient été refusées, donc elles vont créer leur structure pour, finalement, par manque de débouchés éditorial, ni plus ni moins. Mais je ne crois pas non plus qu'elles étaient issues, disons, d'une école, disons, de l'école des arts graphiques, et qu'elles étaient des graveurs, comme l'était Françoise Bugeaud, Janine Leroux-Guillaume, et à ma connaissance, mais en même temps, certainement, donc, elles nageaient, on pourrait dire, dans le milieu artistique de l'époque, vu que leurs recueils, justement, qu'elles ont publiés, les quelques auteurs, étaient illustrés souvent par des peintres, des artistes de l'époque. Donc, sûrement des connivences, mais comme tu dis, ça demanderait sûrement plus d'examen. Bien, oui, c'était dans la foulée là, de ce que faisait Herta, mais même avant Herta, les éditions Les Cahiers de la file indienne, là, et les éditions, je ne me rappelle plus l'autre, de Lucien Parizeau. Ah, mais bon, c'est ça. Ça fait que oui, mais c'est sûr qu'il devait avoir des connivences. Ton autre question, c'était sur les femmes dans ce monde-là. Je ne sais pas quoi répondre exactement à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, et j'étais bien contente que dans mon corpus, de façon par hasard, je n'ai pas forcé la donne. Il y avait autant de femmes. Maintenant, est-ce que c'est la gravure? Il y a de plus en plus de femmes qui, à partir des années 50, 40, qui vont étudier aux arts graphiques. Janine Leroux fait partie des peut-être pas des premières, mais en tout cas, elle est certainement dans une de ces premières cohortes-là. Fait que c'est peut-être ce qui explique, d'une certaine façon, leur intrusion, leur travail dans la gravure. C'est peut-être aussi un métier. Je sais pas ce qui expliquerait pourquoi il y aurait beaucoup de femmes, parce que ce qu'on voit dans l'histoire du livre illustré, où il y a vraiment plus de femmes, c'est à peu près à la même époque, avec le développement du livre pour enfants. Ouais. Là, il y a beaucoup d'illustratrices. Là, ça va exploser, là, les femmes dans le domaine de l'illustration. Fait que je pourrais pas expliquer exactement ce qui fait que il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans le milieu de la gravure, mais enfin, c'est certainement une bonne nouvelle. Et avec la production, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Là. Il y a beaucoup de femmes qui vont créer des livres de graveurs aujourd'hui, juste à fouiller dans les collections de BNQ, de livres d'artistes. Et il y a un paquet de talents féminins là. Mais voilà, je ne peux pas répondre plus que ça. Merci beaucoup Sophie. Alors on va passer à la communication